Réduisez vos dépenses d'eau chaude et de chauffage naturellement avec Drago. Drago, nous faisons physiquement ce que les autres font chimiquement. Cette série a été réalisée avec le soutien technique et opérationnel de Eli Hansen et Eli Hansen Workwear. Objectif Québec, agence d'accompagnement et facilitateur pour vos projets d'expatriation au Québec. Et Amur Aventure, organisateur d'expédition Roberval Canada. Retrouvez toutes les informations en description de la vidéo. Bon épisode à tous! La construction, c'est bien plus qu'un secteur d'activité. C'est un monde à part, avec ses codes, ses défis et surtout, ses passionnés. En France, c'est un domaine que je connais bien. J'ai passé plus de 25 ans sur les chantiers et je peux vous dire que c'est devenu une vraie passion. Aujourd'hui, mon métier, c'est d'en parler. Je partage mes travaux, je rencontre les acteurs de la filière, j'essaye de comprendre et de vulgariser les choses. Dans un seul but, valoriser ce secteur. Et je me suis toujours posé la question, comment ça se passe ailleurs? Et quand je dis ailleurs, c'est vraiment ailleurs. Alors j'ai pris une décision, aller voir comment les choses fonctionnent hors de l'Hexagone. Pas pour comparer, mais pour comprendre, décrypter, documenter et aussi, soyons honnêtes, pour faire de belles rencontres. Et un peu aussi pour se marrer. Pour moi, pour vous, pour eux, bref, par pure curiosité. Et j'ai choisi pour cette série un territoire immense au cœur d'un pays encore plus immense, aux conditions climatiques souvent extrêmes, avec une mentalité bienveillante qui m'a fait chaud au cœur. Vous l'aurez sans doute deviné, mais c'est au Québec que j'ai décidé de poser mes valises pour quelques mois. Comment travaille-t-on sur les chantiers québécois? Quelles sont les techniques, les matériaux, les réglementations, les formations dans ce pays où tout est complètement différent? À travers cette série, je vais aller à la rencontre des travailleurs de la construction, partager leur quotidien et découvrir ce qui fait la spécificité de cette industrie si importante au Québec. De l'école jusqu'au chantier, embarquez avec moi pour ce voyage de l'autre côté de l'Atlantique, au Canada, au cœur de la construction québécoise. Dans le dernier épisode, nous avons vu comment intégrer le marché du travail et tout ce qui concernait les salariés. Ah oui, si vous ne l'avez pas encore regardé, foncez le voir, c'est la meilleure vidéo de la chaîne. Aujourd'hui, nous allons explorer le secteur d'un point de vue des entrepreneurs. Comment devient-on son propre patron dans l'industrie de la construction au Québec? Et nous allons le faire à travers le regard de 5 chefs d'entreprise. Nous allons parler de leur parcours, des défis qu'ils ont dû relever, de leur plus grande fierté, et vous verrez qu'ils ont pas mal de conseils très intéressants à partager. Alors installez-vous confortablement et c'est parti pour la présentation. Présentement, j'ai 2 entreprises, une entreprise de sous-traitance en peinture, puis une entreprise de construction en développement immobilier, qu'on construit des multilogements, là, puis des choses comme ça. Je suis propriétaire d'une compagnie en ébénisterie et une compagnie aussi spécialisée en revêtement de plancher, en design d'intérieur et décoration et tout. Mais mon poste principal dans mes compagnies, c'est vraiment de faire du design d'intérieur. On travaille vraiment en collaboration avec les entrepreneurs généraux, avec toutes sortes de corps de métiers qui sont en lien dans la construction. Jean-François Morin, l'entreprise GF Morin Ébéniste. Je suis ébéniste de métier. Ici, on est fabricant d'armoires de cuisine et salle de bain. Je m'appelle Éric Tanguay, je suis un entrepreneur en excavation, en génie civil. Je viens de Roberval depuis 20 ans que je suis entrepreneur. Yannick Savard, je me présente, directeur général de construction Nosco. On est une petite compagnie dans la région du Saguenay, puis on fait un peu de tout, commercial, résidentiel. Maintenant que nous avons découvert nos entrepreneurs et avant de rentrer dans le vif du sujet, il faut savoir qu'au Québec, pour être entrepreneur dans la construction, il vous faut obligatoirement détenir une licence. Cette licence est délivrée par la RBQ, la Régie du bâtiment du Québec. Pour pouvoir gérer une entreprise ici au Québec, quand on est au niveau domaine de la construction, on n'a pas le choix d'aller chercher notre licence de la Régie du bâtiment du Québec. Bon, donc si on est un salarié, on est compagnon et on veut ouvrir sa propre entreprise, premièrement, ça va prendre une licence à la RBQ. Comme on a dit, c'est capital. Et il est important de comprendre que cette licence vient avec une assurance obligatoire qui couvre le travail de l'entrepreneur. Concrètement, cela signifie que la RBQ s'engage à cautionner et à garantir en cas de pépin le chef d'entreprise, afin de pouvoir dédommager ou au minimum prendre en charge les dépenses nécessaires en cas de problème, de malfaçon, etc.
Puis rattaché à cette licence-là, il va y avoir un cautionnement. Fait qu'un cautionnement, c'est une genre d'assurance que tu payes qui va garantir que tes travaux, s'il y a une réclamation, tes clients pourraient avoir recours à la RBQ pour les aider à récupérer, mettons, des dommages que tu aurais fait. Selon moi, c'est une très bonne chose, surtout pour le client final, car ça permet déjà de faire un premier tri parmi les entreprises un peu farfelues. Mais ce n'est pas tout, parce qu'au Québec, même si toutes les démarches sont assez simples, avant de se lancer à son compte, il faut quand même mettre la main un peu au portefeuille. Pour obtenir une licence, la RBQ exige aussi de réussir plusieurs examens, portant sur la gestion, la sécurité et les aspects techniques liés à la catégorie de licence visée. Pour être entrepreneur dans la construction principalement, ça prend une formation au niveau de la PCHQ. Il faut avoir des reconnaissances de la CCQ. Pour mettre toutes les chances de votre côté, il existe des formations préparatoires reconnues. Elles ne sont pas obligatoires pour passer les examens, mais elles sont fortement recommandées. Ils se donnent des formations. On offre la possibilité de suivre une formation en lancement d'une entreprise. Je suis allée chercher ma formation. C'est des soirs de semaine, ça finit plus. C'est pas un parcours qui est facile. J'en ai dormi parfois dans les cours parce que on travaille de jour et le soir la formation, mais c'est une formation qui est très intéressante, qui touche à tous les domaines, autant au niveau comptabilité et tout. Puis ensuite, il y a des examens à passer. À noter qu'il existe également certaines possibilités d'être exempté de ces examens, à condition d'avoir suivi une formation spécifique reconnue par certains organismes, ou de justifier d'un certain niveau d'expérience, ou encore d'appartenir à un ordre professionnel reconnu. Et comme d'habitude, si vous souhaitez en savoir plus, je vous mets quelques liens en description. Après ça, à la RBQ, il y a différents types de licences. Certaines licences, qui est une licence spécialisée, elle va juste te permettre d'exercer un certain métier, comme le métier de peintre. Alors qu'il y a d'autres licences, comme celle d'entrepreneur général, qu'elle va te permettre de vraiment toucher à tout. Et ensuite de ça, il y a même une licence encore plus élevée, si on veut, qui va te permettre de construire et revendre des maisons neuves. Ça, c'est régi par une autre entité qui est la garantie de construction résidentielle. Et ça, c'est comme un autre niveau, là. Quand tu veux construire et vendre des maisons neuves au Québec, ben là, tu as encore plus de cautionnement à donner puis encore plus de garanties à donner pour protéger les consommateurs, là. Ah, les différentes licences de la RBQ. Là encore, c'est un grand moment. Pour résumer, il existe 4 types de licences. La licence d'entrepreneur général permet de gérer et de réaliser des projets qui impliquent plusieurs corps de métier, ainsi que de coordonner l'ensemble du chantier. Avec cette licence, on peut prendre en charge des projets de grande envergure et sous-traiter des travaux spécialisés quand c'est nécessaire. En revanche, si l'entrepreneur général souhaite lui-même intervenir physiquement sur le chantier, il doit posséder un diplôme ou une équivalence qui atteste de ses compétences dans un ou plusieurs domaines précis. Et comme n'importe quel travailleur, s'il bosse lui-même sur les chantiers, il doit aussi cotiser à la CCQ pour le travail qu'il réalise. La licence d'entrepreneur spécialisé permet de réaliser des travaux dans une spécialité bien précise. La plomberie, l'électricité, la charpenterie, la peinture ou toute autre discipline technique. Ce type d'entrepreneur se concentre donc sur un domaine spécifique. Comme pour l'entrepreneur général, s'il souhaite intervenir lui-même sur le chantier, il doit posséder un diplôme ou une équivalence qui prouve ses compétences dans sa spécialité et cotiser aussi à la CCQ pour son propre travail. Mais dans la majorité des cas, les entrepreneurs qui choisissent cette licence sont déjà des spécialistes reconnus dans leur domaine. La licence de constructeur propriétaire général permet à un propriétaire d'immeuble ou d'installation de réaliser lui-même des travaux. Mais attention, uniquement sur ses propres bâtiments. Avec cette licence, il peut coordonner, exécuter ou faire exécuter des travaux de construction sur sa propriété sans devoir engager un entrepreneur externe pour chaque étape. En revanche, cette licence ne lui permet pas d'offrir ses services à d'autres. Il ne peut pas agir comme un entrepreneur pour des tiers, ni travailler sur des chantiers appartenant à d'autres clients. C'est une licence qui est pensée pour les propriétaires qui souhaitent gérer leurs propres travaux, mais pas pour exercer dans l'industrie en tant qu'entrepreneur. La licence de constructeur propriétaire spécialisé permet à un propriétaire de réaliser lui-même des travaux spécialisés, mais là encore, uniquement pour son propre compte et jamais pour d'autres. Cette licence se concentre sur des travaux bien précis, appartenant à l'une ou plusieurs des 36 sous-catégories spécialisées de la construction. On parle ici de domaines techniques comme la mécanique du bâtiment, les systèmes de chauffage, les ascenseurs et d'autres travaux très ciblés. Le constructeur propriétaire spécialisé peut donc exécuter ou faire exécuter ses travaux uniquement sur ses propres installations. C'est une licence plus limitée que celle du constructeur propriétaire général, car elle ne couvre que certaines spécialités définies et uniquement dans le cadre des projets du propriétaire lui-même. Mais dans cet épisode, on va s'attarder uniquement sur les licences entrepreneur général et entrepreneur spécialisé.
Pour arriver à faire ça, ça prend des diplômes, des trucs comme ça ou pas? Non, ça prend une licence RBQ, puis c'est à peu près tout ce que vous avez besoin. Demain, quelqu'un même qui n'a pas de diplôme, qui n'a jamais travaillé dans le bâtiment, peut aller à la RBQ, prendre une licence et travailler. Ouais. Ben, il peut pas travailler. Il peut coordonner, gérer les chantiers. S'il veut travailler lui-même sur les chantiers, là, ça lui prend une carte de compétences de la CCQ. Mais quand on est sur le chantier, disons qu'on est un entrepreneur qui bosse, qui travaille aussi sur le chantier physiquement, ben à ce moment-là, on va devoir déclarer des heures à la CCQ quand même. Alors ça, c'est toute une autre histoire. Là. Et là, la carte de compétences de la CCQ, tu peux l'avoir que si tu as des compétences qui sont reconnues. Exactement. Là, il faut que tu ailles faire souvent un cours où tu peux rentrer si les bassins sont ouverts, s'il y a un manque de main-d'œuvre. En tout cas, il y a plusieurs façons d'obtenir ta carte. Puis ensuite de ça, tu commences comme apprenti. On ne va pas repartir dans tout le processus d'apprentissage parce qu'on en a déjà parlé dans les premiers épisodes. Par contre, il est important de comprendre que n'importe qui peut se mettre à son compte dans la construction au Québec. Mais même si vous êtes votre propre patron, vous n'avez pas le droit de travailler sur un chantier sans avoir obtenu un diplôme dans votre spécialité. Que ce soit en suivant une formation ou par reconnaissance des acquis, il vous faut une carte de compétences, apprenti ou compagnon. Et vous devez être inscrit et cotisé à la CCQ. Bref, tout ce qu'on a déjà vu dans les autres épisodes. Pour résumer, si vous êtes chef d'entreprise mais que vous n'avez aucun diplôme dans un secteur de la construction, vous ne pourrez donc pas travailler vous-même sur les chantiers. Bon, après, si c'est pour chez vous, on s'entend que vous faites un peu comme vous voulez. En revanche, vous pouvez parfaitement embaucher des travailleurs inscrits à la CCQ ou faire appel à des entrepreneurs spécialisés qui, eux, réaliseront les travaux pour vous. Fait qu'on n'a pas le choix d'aller chercher nos licences qui appellent pour pouvoir exécuter ou engager des gens pour faire les compétences dans le domaine dans lequel on trempe. Dans mon domaine, l'ébénisterie, les carreleurs et les poseurs de revêtements, les installateurs de revêtements souples. Ça, c'est les 3 métiers que j'engage principalement qui sont reconnus au niveau de la construction du Québec. Ce que souligne Jennifer est particulièrement intéressant. Elle explique qu'elle détient une licence couvrant 3 ou 4 domaines, ce qui lui permet d'embaucher des travailleurs qualifiés dans ses spécialités. Et cela met en lumière un point essentiel du système québécois. Chaque catégorie ajoutée à une licence RBQ s'accompagne d'une assurance, un cautionnement obligatoire, dont le coût augmente en fonction de l'étendue des travaux que l'entreprise prévoit de réaliser. En théorie, au Québec, il est possible de créer une entreprise générale sans posséder soi-même de diplôme dans un métier de la construction. On pourrait donc gérer plusieurs corps de métier à la fois. Mais en pratique, chaque domaine supplémentaire entraîne des coûts additionnels, parfois élevés, liés au cautionnement. Autrement dit, plus la licence couvre de secteurs, plus l'investissement initial devient important. Une fois le type de licence choisi, l'entrepreneur doit également sélectionner une catégorie. Résidentiel, commercial, génie civil, télécommunications, transport, et ainsi de suite. Et ces catégories se divisent à leur tour en sous-catégories. Plomberie, électricité, carrelage, charpente, etc. Donc au final, c'est possible de combiner de nombreuses spécialisations. Par exemple, être entrepreneur spécialisé en résidentiel, commercial et génie civil, et puis on rajoute la plomberie, la toiture, l'électricité. Techniquement, il n'y a rien qui l'interdit. Par contre, chaque ajout représente un coût supplémentaire, ce qui peut rendre la facture finale particulièrement élevée. Un autre point important au Québec, même si un employé possède toutes les compétences nécessaires dans son domaine, une entreprise ne peut pas l'embaucher pour effectuer ses travaux si elle-même ne détient pas la licence correspondante et les cautionnements associés. Fait qu'en réalité, si tu n'as pas les licences, tu peux pas aller chercher ces gens-là. C'est pas moi qui exécute les travaux, on se comprend. Mais je peux aller chercher ces gens-là pour pouvoir faire le travail, mais eux ont besoin d'avoir leur carte. Alors cela peut sembler très rigoureux vu de l'extérieur, mais ce système vise avant tout à protéger le client et les travailleurs spécialisés. Un plombier ne pose pas de carrelage, un électricien ne pose pas de sanitaire et un poseur de plancher ne touche pas à l'électricité. Ces règles garantissent que chacun reste dans son domaine de compétences et en cas de non-respect, les sanctions sont sévères. Il y a des marches à suivre. On n'arrive pas ici au Québec puis on peut poser du plancher. C'est pas comme ça que ça va fonctionner. Il y a vraiment une ligne directrice, mais il faut être prise par une compagnie ou une personne qui est capable, lui, d'aller lui faire chercher tout ce qu'il a besoin, qui croit en lui pour être capable de l'amener là où est-ce qu'il veut aller. C'est comme ça que ça fonctionne. Et dans un secteur où le bouche à oreille occupe une place centrale et où tout le monde se connaît, ce type de sanction peut avoir des conséquences considérables sur la réputation d'une entreprise. C'est pourquoi les entrepreneurs québécois prennent ces règles très au sérieux.
cette série n'a pas pour objectif de comparer le système français et le système québécois. Cependant, sur ce point précis, il est difficile de ne pas faire un parallèle, car le Québec propose une approche nettement plus simple. En France, le simple fait de choisir un statut d'entreprise peut devenir particulièrement complexe. Auto-entrepreneur, entreprise individuelle, SARL, EURL, SAS, SASU, la variété des structures rend la prise de décision plus longue et parfois déroutante. Ben ici, il y a plutôt comme deux modèles. Soit tu es un genre de travailleur autonome avec ta licence, soit tu es incorporé. C'est les deux modèles. Tu sais, ça peut être plusieurs actionnaires ou ça peut être juste un seul actionnaire, mais c'est pas mal les deux modèles, puis c'est tout, là. Comme l'expliquait Simon, deux options principales existent. Soit être travailleur autonome, ce qui correspond globalement à l'entreprise individuelle, ou être incorporé, le fameux point Inc, qui équivaut à la SARL française. Cette structure peut être utilisée seule ou avec des associés et permet notamment de protéger les biens personnels de l'entrepreneur. Ok, revenons maintenant à la question du diplôme, mais surtout à l'état d'esprit qui l'entoure. Devenir entrepreneur chez nous, ça peut être... oui, tu peux avoir pas de diplôme puis tu peux être entrepreneur. Je veux dire, si ça tente de faire de la tonte de gazon puis si tu veux une entreprise pour tondre des gazons, je pense pas que ça te prend un secondaire 5 pour faire ça dans la vie. Je pense qu'être entrepreneur, c'est un tempérament. C'est une personnalité. Je crois pas que ça prend un cours, un bac, une formation pour être comme ce qu'on est. Ça prend des fous pour faire des folies, fait que c'est un peu ce qu'on est. Mais en même temps, avoir des formations, tu sais, je pense qu'il faut aller en chercher avec le temps. Il faut aller toujours être en apprentissage continu parce que les temps changent, les gens évoluent. Dans notre domaine, surtout, ça va vite. Les produits vont vite, les changements sont rapides. Fait que si on n'est pas à jour jamais, si on va pas dans les formations de nos compagnies qui nous fournissent, si on va pas voir qu'est-ce qui se passe dans le monde, on est en retard. Puis on peut pas être en retard parce qu'on est les gens qui designent ce qui s'en vient au futur. Fait que, tu sais, je pense qu'on peut être entrepreneur sans formation, mais je pense que c'est nécessaire de continuer à en suivre. Bon alors, maintenant que je sais tout ça, je me demande quand même si c'est quand même pas plus avantageux de rester salarié tranquille, non? Est-ce que c'est plus avantageux d'être un salarié ou un entrepreneur? Ben c'est sûr que la réponse, c'est ça dépend, tu sais. Ce qui arrive en construction au Québec, c'est que généralement, si tu es très compétent, ça va être plus avantageux d'avoir ta propre entreprise, alors que si tu es moins compétent, moins rapide, tout ça, tu vas être mieux d'être salarié. Tu sais, comme on est régi par la CCQ, tout le monde gagne le même salaire, tu sais. Honnêtement, c'est un système qui avantage quand même les personnes qui sont moins rapides, moins rentables. Puis ça défavorise un peu les personnes qui se donnent puis qui ont le cœur à l'ouvrage parce que même si tu en donnes 10 fois plus que ton collègue, tu vas finir par gagner le même salaire, là. Fait que des fois, c'est un peu déprimant pour certaines personnes qui veulent se donner. C'est pourquoi les personnes qui se donnent vraiment souvent vont partir à leur compte, là, tu sais. Puisque Simon était lancé, je lui ai discrètement posé la question. Au fait, combien ça gagne un entrepreneur? Ça va être des heures qui vont être régies par la CCQ, avec le salaire régi par la CCQ. Mais après ça, on peut toujours augmenter puis se donner aussi un autre salaire à côté ou des dividendes qu'on appelle. Fait qu'il n'y a pas vraiment de limite à ce moment-là. Si vous êtes entrepreneur et que vous ne travaillez pas vous-même sur les chantiers, tant que votre entreprise fonctionne bien et que vous la gérez correctement, vous gagnez ce que vous décidez de vous verser. Il n'y a pas vraiment de plafond. En revanche, si vous travaillez sur les chantiers, vous êtes alors considéré comme un travailleur de la construction, donc inscrit à la CCQ. Dans ce cas, votre salaire de base suit celui qui est établi par la CCQ. Mais comme vous êtes aussi le patron, rien ne vous empêche de vous verser plus ou de compléter vos revenus avec des dividendes. Au final, l'entrepreneur est la personne qui assume toutes les responsabilités. Et croyez-moi, au Québec, la notion de responsabilité, on la comprend vite. Alors si la boîte tourne bien et que la gestion est solide, il n'y a pas réellement de limite à ce qu'il peut gagner. Nous avons vu toute la théorie pour devenir entrepreneur au Québec. Mais maintenant, j'aimerais savoir comment ça se passe dans la réalité. Et avec nos 5 professionnels ici présents, je suis curieux de découvrir comment eux, ils ont fait. J'ai pas vraiment suivi le chemin standard d'aller à l'école, faire un DEP, tout ça. Le premier moulin ici à l'eau qu'il y a eu à Roberval, c'est mon père qui l'a opéré avec son père. Fait que j'ai été élevé d'une cour de moulin. Je pense que c'est beaucoup, ça vient beaucoup de mon père. Le fait qu'il faisait du développement de terrain, puis je pense qu'il s'est acheté 10-15 maisons qu'il a construit lui-même. Fait que j'ai tout le temps été un peu là-dedans, voir un peu comment une maison se montait.
J'ai suivi un cours d'ébénisterie artisanale. Par la suite, j'ai travaillé pour une entreprise ici dans la région. Mon parcours est assez simple. C'est un secondaire, évidemment, et j'ai fait en même temps un diplôme d'études professionnelles. Ça a commencé quand je terminais l'école HEC Montréal. J'étais en administration. Puis, au courant de mes années à l'université, j'avais une petite entreprise de peinture l'été. Donc, je faisais mes petits contrats comme ça, puis on faisait des petits jobs de balcon, des petits trucs. Ensuite, je suis partie à Rivière-du-Loup faire un cours en design d'intérieur parce que c'est ce que je voulais faire dans la vie. Je voulais faire des plans, de la conception, de la rénovation majeure, pas que de la décoration. Puis quand j'ai fini l'université, je savais pas trop quoi faire, mais j'avais déjà cette petite entreprise-là. Fait que je me suis dit, pourquoi pas continuer dans le domaine, dans la construction. Fait que j'aurais jamais pensé finir en construction. Puis tranquillement, j'ai commencé comme artisan dans mon garage. L'école, ça m'a jamais intéressé. J'ai réussi à y aller jusqu'à 11 ans. À l'âge de 12 ans, j'ai arrêté l'école. J'ai commencé à chauffer des chargeurs sur roue. On appelle ça des loaders ici. J'ai fait ça 24 ans de temps. J'ai 44 000 heures sur un loader dans la cour du moulin à mon père. Le premier contrat que je me suis octroyé, c'était ma maison personnelle. Ça a débuté tranquillement comme ça, faire réparer des débords de toit, des petits chantiers. Puis mon père a vendu l'entreprise, donc j'ai fait encore 15 ans avec eux. Progressivement, l'entreprise a pris de l'ampleur, puis je me suis dirigé vraiment vers les armoires de cuisine, de salle de bain, mobilier intégré. J'ai décidé de décoller ma propre entreprise. Je me suis acheté une régine qu'on appelle là, une pelle puis un camion, puis j'ai parti à mon compte il y a 20 ans. Je suis devenue entrepreneur par la force des choses, fait que je suis allée me chercher une équivalence MBA à l'école d'entrepreneurship de Beauce. Une école extraordinaire parce qu'on apprend avec des entrepreneurs du Québec qui ont réussi et échoué, parce que souvent on peut échouer et réussir encore. La vie est ainsi dans le monde entrepreneurial. Ça a été plus long que je pensais. Mais après ça, d'année en année, c'est devenu de plus en plus gros. Puis maintenant, ça fait 10 ans qu'on est en affaires, puis on fait maintenant parmi les plus gros projets de Grand Montréal, mais on n'a vraiment pas commencé comme ça, pas du tout. Là. Puis à cette heure, on fait des maisons complètes, puis des bâtiments commerciaux complets. Là. Ça a beaucoup évolué là, depuis le temps. Là. Puis aujourd'hui, j'ai 35 unités et on est 16 dans l'entreprise. Gars, je suis dans ma 3e maison. Puis j'ai peut-être pas la même piqûre que mon père, je penserais pas que j'en fasse 15. Puis j'aurais jamais pensé finir en construction. On travaille depuis 20 ans qu'on n'a pas arrêté presque 7 jours sur 7. Trempé à l'intérieur de ça depuis la naissance m'a beaucoup aidé à comprendre les rouages de ce métier-là. C'est aujourd'hui, mon père, il est à la retraite, puis il travaille pour moi comme charpentier. Il est à retourner, il a tout le temps aimé ça, mais là, il fait ça pour sa retraite, puis ça le tient occupé. Aujourd'hui, on les sent passionnés et bien établis. Pourtant, leurs débuts n'ont pas été simples. Alors, avant d'aller plus loin, intéressons-nous aux défis qui ont marqué leur premier pas dans le métier. Les plus grandes difficultés au début, quand j'ai commencé mon entreprise, c'était tout ce qui est en lien avec l'administration puis les règlements au Québec. Il y en a tellement. Il n'y a pas une place où on te donne l'information. C'est comme il faut que tu l'apprennes sur le tas par toi-même. Le plus gros défi que j'ai vécu, c'est vraiment, je vous dirais, le conflit de génération. C'est parce que quand on devient entrepreneur dans une compagnie familiale, on travaille avec papa, maman, évidemment, on n'est pas dans la même génération. Assurément, nos idées de pensée, on n'est pas à la même place non plus. C'est sûr que quand j'ai commencé, j'étais jeune, je connaissais pas grand-chose. Fait que il a fallu beaucoup que j'apprenne un peu le rouage de comment fonctionne une entreprise. Là. Par exemple, la première fois que j'ai un inspecteur de la CCQ qui a débarqué sur mon chantier, je savais à peine c'était quoi. Je l'ai appris très vite à la dure. Tout ce qui était en lien avec l'administration puis les processus ici, ça a été très compliqué au début. L'opération en tant que telle n'a pas été un défi. J'étais déjà opérateur. C'était surtout le lien avec le client. Quand on commence entrepreneur jeune, on est prêt à foncer dans le tas puis avec une inconscience incroyable et insouciance en plus. Tandis que les parents, eux, sont sages. Je voyais les grosses entreprises autour, puis je me demandais comment est-ce qu'ils font pour réussir à acheter une machine au-delà de 100 000 $. Puis la peur un petit peu d'aller chercher un emprunt, d'avoir des paiements qui sont récurrents et tout.
Les plus gros défis, c'était d'apprendre à faire les soumissions pour savoir combien calculer le prix pour arriver avec la job, être capable de faire mes paiements, payer les salaires, payer les frais fixes. C'était le plus gros défi pour moi. Puis une fois qu'on saute le pas, par la suite, on se met à comprendre un petit peu mieux là, le fonctionnement. Parce que c'est pas tout le temps évident, parce que avoir su comment ça fonctionnait, je pense que je m'aurais pas lancé à l'affaire. C'est tellement de l'ouvrage, tellement compliqué. Je suis sûr que vous êtes plusieurs à vous être reconnus dans certains de ces témoignages. Les débuts comportent toujours leur lot d'obstacles et chaque parcours en porte les traces. Pour comprendre comment ces entrepreneurs ont réussi à avancer, il faut aussi regarder comment ils ont bâti leur clientèle. C'est une question centrale pour quiconque démarre dans le milieu. On a beaucoup de bouche à oreille. Le bouche à oreille. De bouche à oreille. Au lac, c'est du bouche à bouche. Alors, désolé Eric, mais ce jour-là, on a tellement rigolé qu'on a été obligé de faire une pause dans le tournage. Je t'avais dit que je mettrais ce passage, donc c'est chose faite. Maintenant, bien évidemment, même au lac, ce qu'Eric a voulu dire, et vous l'aurez compris, c'est que c'est le bouche à oreille qui marche le mieux. Allez, on continue. Et plein de bises, mon Eric, prends soin de toi, t'es le meilleur. On est dans une petite région, fait que le bouche à oreille est très efficace. On fait pas tant de publicité à part sur les médias sociaux. Des fois, on présente des projets qu'on a faits. Vu que je fais beaucoup un peu de commercial, c'est souvent les mêmes clients qui reviennent. Éric, il dit, on veut t'avoir, on aurait un projet pour toi, tu peux-tu venir l'évaluer, le voir? Fait que là, je refais la rencontre avec le client. Bien souvent, on ramasse la job. On est très présent sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, LinkedIn. Ben, c'est des amis, tu sais. On vient qu'on travaille ensemble, on fait des projets. Ici, au lac, c'est le client qui nous contacte. Ben, on s'encourage entre nous aussi, là. Fait que c'est ça qui est plaisant. Puis on fait la job, on la planifie dans l'horaire, puis on fait la job. Le bouche à oreille occupe une place essentielle au Québec et beaucoup d'entrepreneurs s'y appuient pour développer leur clientèle. Mais une fois le contact établi, une autre question se pose. Comment les échanges se déroulent-ils avec les clients et donnent-ils réellement un budget dès le départ? Parfois, je le demande. D'autres que c'est du standard, tandis qu'on a un prix standard, puis c'est un terrassement, telle grandeur, c'est tant, puis on fait la job comme ça. C'est pas tous les clients qui vont nous donner leur budget. Parfois, ils vont laisser libre à la designer de les impressionner. Parfois, je leur demande quel budget qu'ils ont, parce que la qualité n'est pas négligée, mais par contre, la chose à faire, elle peut être différente par rapport au budget. Les clients me donnent toujours un budget que je ne respecte jamais. Côté particulier, les gens, ils savent pas comment que ça coûte. Fait que moi, souvent, je leur dis « c'est parfait, merci, mais c'est sûr, je vais le péter ». Ils ont des plans, c'est bien beau, ils arrivent avec un projet, mais... Ça arrive toujours parce qu'ils savent pas comment ça coûte, les rénovations. Ils n'ont aucune conscience de comment ça coûte, les rénovations. Ça fait que des fois, il faut retourner à la réalité. Ça permet de garder une certaine structure puis de pas partir à gauche et à droite avec des projets qui finissent plus. Ben, à partir du moment où ils ont leur estimé, ils peuvent faire le choix de faire ou pas. Peut-être descendre un peu les critères, changer certains matériaux. Des fois, nous, on dit que c'est des économies de bout de chandelle rendu là, fait que ça sert à rien de les enlever, ces éléments-là. Écoute, fais de l'extra, fais 10 heures de plus dans ta semaine, on paye-les, mettons-le parce que ça n'a pas de bon sens. On brise le concept si on enlève cet élément-là. Généralement, oui, les gens vont donner un budget, une ligne directrice à suivre, puis on essaye de les respecter au maximum. Les gens sont assez modestes. Je pense qu'ils respectent leur budget puis ils comprennent ça. Là. Je suis assez... Je tiens mes points quand même. Parler d'argent, c'est important. À ce moment-là, j'avais devant moi une somme énorme d'expérience accumulée au fil des années par tous ces gens. Il était donc naturel de leur demander de partager quelques repères pour ceux qui souhaitent suivre la même voie. Parmi ces repères, une question revient souvent. Quelles sont, selon eux, les qualités essentielles pour devenir un bon entrepreneur? Pour être un bon entrepreneur, je pense que ça prend quand même une certaine ouverture d'esprit. Un bon entrepreneur, moi, je pense, c'est d'avoir du charisme. T'sais, les gens, ils se donnent pour toi, là, ils croient en toi, puis c'est comme ça qui fait que ça avance. D'avoir un bon contact avec le client, de faire des jobs de qualité. Il y a beaucoup de décisions qui doivent se prendre rapidement, fait que d'être capable de réagir rapidement aussi, je pense que c'est une qualité principale. C'est vraiment d'avoir de l'empathie, du cœur, de la reconnaissance. Admettons, tu fais une soumission. Si tu t'es trompé, bien, il faut que tu la finisses la job comme il faut.
Je pense que ça prend de la rigueur. C'est ça qui fait ta réputation puis ton nom, c'est la qualité de la job qui est très, très importante. Il faut être rejoignable. Au niveau des employés, tout ça, il faut avoir une bonne communication. Moi, j'ai une confiance extraordinaire à mon équipe, ce qui fait que ça les amène à avoir confiance en eux aussi, fait qu'ils amènent l'entreprise là où elle doit aller. Après avoir évoqué les qualités nécessaires pour tenir la route dans ce milieu, une autre question se pose naturellement. À quoi ressemble concrètement leur quotidien? Je me réveille à 4h, 4h30 du matin. Fait que je vais prendre mon petit café. Après ça, je décolle la journée 6h au bureau. Je vous dirais qu'à 5h, je suis pas mal déjà en train de répondre aux courriels. Je fais une demi-heure de bureau. Je vérifie la job que j'ai à faire dans la journée, comment j'ai soumissionné. On décolle la journée à 7h avec les employés. Là, je dirige les employés d'un bord, l'autre de l'autre, puis on décolle. Moi, je décolle avec un employé. Dépendant des équipes, des fois, ils embarquent 2-3 dans le même camion, puis go, ils se rendent sur leur chantier ensemble. J'ai mon contremaître qui est pratiquement dans la même rue, fait que ça y fait pas loin pour aller travailler, là. Moi, j'opère toute la journée en même temps de gérer l'entreprise. Souvent, le matin tôt, c'est les chantiers. Ils se rendent directement au chantier après, puis ils commencent leur journée. Les gens savent ce qu'ils ont à faire parce que nos plans, ils indiquent pas mal d'informations. Fait que c'est rare qu'il y ait des questionnements, mais s'il y a quelque chose qui se passe ou il y a un changement majeur à faire, là, je me déplace. Puis après ça, je reviens ici au magasin. On fait la job. Quand on n'a pas fini, ben on en referme ça à 5h le soir. Puis ils finissent, puis après ça, ils reviennent le soir, puis ils repartent chez eux, là. Puis on en redécolle le lendemain matin, la même chose. Mais j'ai pas une journée que je vais écrire qu'est-ce que j'ai à faire. Fait que maintenant, j'y vais vraiment go with the flow. Je rentre le matin, je sais pas ce qui va se passer. Je préfère pas avoir d'attente en arrivant nécessairement, mais être toute disponible. Fait que c'est pour ça que je règle un peu les problèmes très tôt pour pouvoir après ça être disponible pour le reste de la journée. Après avoir découvert leur rythme de travail au quotidien, il reste une question qui s'adresse directement à ceux qui commencent. S'ils devaient offrir un seul conseil aux entrepreneurs de la construction qui débutent aujourd'hui, lequel serait le plus utile selon eux? Les choses, ça va vite, ça évolue vite, mais pas à demain. Qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui? On a tendance à remettre à demain, même moi comme entrepreneur général. Tu sais, il y a tout le temps des moments plus difficiles en affaires, plus durs. Je vais attendre que... Non, fonce. Mais moi, ce que j'aimerais dire à tous ceux qui veulent rentrer dans le domaine de la construction, rénovation ou conception, puis c'est un métier qui va gagner tout le temps. En fait, c'est nécessiter la main-d'œuvre. 2 mains, là, puis une tête, là. Fait que c'est valorisant. Le premier conseil que je donnerais, c'est de pas le faire pour l'argent, mais vraiment le faire par passion. C'est beaucoup plus facile quand on est passionné de pas compter ses heures. Ma mère, elle me disait toujours, patience et longueur de temps vaut mieux que force et rage. Je me suis toujours rappelé de ça. Puis ça m'a servi beaucoup. Je pense que ça serait ça dans la bouteille à la mer que je mettrais. Patience et longueur de temps vaut mieux que force et rage. Je vais répéter ce que mes parents m'ont toujours dit, mais de choisir un métier que t'aimes, de le faire, puis ensuite de ça, le reste va venir. Je pense que c'est le principal. Fais qu'est-ce que t'aimes, puis hésite pas. Je sais d'expérience que chaque entrepreneur garde en mémoire certains chantiers marquants. Je leur ai donc demandé de nous parler du projet dont ils sont le plus fiers. Le chantier dont je suis le plus fier, c'est le camping Roberval. La famille Tremblay, ils m'ont comme adopté, puis on fait ce projet-là ensemble sur 5 ans. Puis c'est mon plus beau projet que j'ai fait là, dans ma carrière. La particularité de ce projet, c'est que à partir du plombier, l'excavation, le bâtiment, les contracteurs en bâtiment, on encourage beaucoup le local. Le chantier dont je suis le plus fière, je te dirais que c'est ma propre maison. C'est particulier ce que je dis, hein? C'est sans aucune prétention, là, mais c'est une maison de 1927 que quand je l'ai achetée, elle était vraiment... elle avait besoin d'amour à l'intérieur. Cette maison-là, je suis vraiment fière parce que je continue à la faire évoluer. Le projet qui m'a plus marqué, que je suis plus fier, c'est ma maison personnelle, que je suis assez fier parce que je l'ai travaillé pas mal tout seul, là. Fait que ça, je peux dire que c'est un des beaux projets que j'ai fait. Je l'ai fait pendant la COVID en plus, fait que c'est peut-être pour ça que je suis plus fier de moi un peu parce que ça n'a pas été évident, là. Les matériaux montaient, mais les commandes ne rentraient pas. C'était un gros défi, pareil. Je suis quand même fier du résultat. Je suis content de moi. Je continue à mettre des sous dessus parce que ça finit plus. Mais elle, je l'aime. Puis quand ça touche le patrimoine, quand il faut que je conserve quelque chose dans l'histoire, on dirait que ça vient plus me chercher. Je trouve que mon défi est encore plus grand. Plus c'est complexe,
plus j'ai l'impression que je performe. Fait que, tu sais, c'est là où je m'amuse le plus parce que c'est compliqué. C'est sûr que quand je vois mes projets dessinés puis que je vois le résultat après, écoute, la fierté de voir le résultat puis de voir que les gens en profitent. Nous, on embellit la vie des gens dans leur environnement puis on la rend plus fonctionnelle puis plus belle, évidemment. Ils me voient à l'épicerie puis ils me disent « Hey, on tripe vraiment encore dans notre maison. Pourtant, ça fait des années que c'est fait. » Puis des fois, je me dis « Mon Dieu, ils sont sur le bord de me rappeler. » Ben non. J'ai un chantier en particulier. C'est vraiment une maison un petit peu spéciale. L'environnement était très important pour eux. Ils ont vraiment conçu puis fait construire une maison écologique. Eux, ils ont une passion pour le merisier torréfié. Tout ce qui est mobilier a été construit tout en contreplaqué russe, habillé de merisier torréfié. Fait que ça a été vraiment un gros défi à relever. Je vais m'en souvenir longtemps. Et j'ai plusieurs projets commerciaux que je suis quand même fier. La réalisation d'un complexe funéraire que j'ai fait, qui était de la structure de bois, là, que c'était quand même assez particulier, là, que je trouve ça tout le temps plaisant et impressionnant comme structure. Sinon, j'ai des chaînes de restaurants aussi que j'ai faites, que je suis quand même fier d'avoir réalisé ces projets-là aussi. Je te dirais que chaque dossier me donne une fierté quand même. T'sais, peu importe que ce soit une construction neuve, que ce soit une rénovation majeure. Je pense que chaque projet a un petit peu son petit cachet, son affaire, mais c'est pas mal tous des projets que je suis fier d'avoir réalisés. Pour terminer, j'ai voulu élargir un peu la perspective. Au-delà du métier lui-même, quel regard porte-t-il sur les jeunes qui se questionnent sur leur avenir? Et par rapport à leur propre expérience, quels conseils ils souhaiteraient leur transmettre? Je leur donnerais comme conseil d'aller faire tout de suite leur formation en CCQ. Ça serait génial. Le charpentier-menuisier, c'est un métier d'avenir. Conseil d'aller le faire parce qu'il y a du monde qui travaille de leurs mains puis qui savent bien le faire. Il y en a pas beaucoup, si on est rendu quasiment à voie d'extinction. C'est pas nécessairement parce que tu as de la misère à l'école que tu dois faire... faut que tu travailles de la tête là, quand tu es charpentier. Si c'est un métier qui t'intéresse, je te donne vraiment conseil d'aller suivre ton cours, puis tu vas triper, c'est super plaisant, puis l'ambiance, puis la qualité de vie. Moi, j'ai réussi, j'ai pas regardé mes heures, puis j'ai pas regardé mes chums s'amuser. J'ai pas regardé les week-ends. Moi, j'ai dit, je vise ça, je le fais. Beaucoup d'amis autour de moi disaient, t'es fou, t'es fou, t'es fou. Mais aujourd'hui, mes amis, quand ils voient où ce que je suis rendu, ils sont épatés de ça, de dire, on aurait dû te suivre un petit peu, parce que certains ne sont pas rendus où ce qu'ils voulaient, rendus à 50 ans. Tu sais, les jeunes, souvent, ils veulent s'amuser, s'amuser, s'amuser. Mais moi, je me suis pas amusé beaucoup. Présentement, je commençais à m'amuser, mais c'est le sacrifice à faire pour en arriver à s'amuser. Moi, je crois qu'il faut faire le sacrifice. De dire, je me donne à l'ouvrage, je me donne pour mon patron, puis ça va me payer un jour. Moi, ce que je dirais aux jeunes là, qui se questionnent à la vie et à tout, là, puis qui essaient d'avoir des réponses sur n'importe quoi, c'est d'arrêter, puis de se laisser porter puis aller, puis de croire en eux, puis d'arrêter d'avoir peur du jugement des gens parce que les gens vont toujours juger. Je pense que c'est nécessaire que les jeunes d'aujourd'hui lâchent prise. Débouler des marches, ça peut arriver, mais on repart sur la marche sur laquelle tu étais avant de débouler, puis continue. C'est le meilleur conseil que je peux donner. On a peur du jugement des gens, mais on se juge plus que les gens peuvent nous juger. Fait que arrêtez de faire ça. Allez-y. Il faut arrêter de se juger puis d'être mauvais envers nous-mêmes. Puis d'être bon, de croire en nous, puis de laisser aller les choses. On est tous beaux, en fait. Cet épisode m'a offert l'occasion de recueillir la vision de 5 entrepreneurs de la construction. Avec chacun d'eux, j'ai vécu un moment marqué par la générosité et la passion qui les animent au quotidien. J'aimerais beaucoup connaître votre perception de ces témoignages. N'hésitez pas à partager vos impressions en commentaire, toujours dans un esprit constructif, bien sûr. Dans le prochain épisode, nous aborderons la question de la retraite et du coût de la vie. Vous verrez que les choix à faire sont déterminants, surtout dans un contexte où tout devient de plus en plus coûteux au Québec. En attendant, vous pouvez toujours vous abonner, partager l'épisode ou laisser un like si vous l'avez apprécié. Merci d'avoir été là, prenez soin de vous et gardez l'esprit ouvert. Et moi, je vous dis à la prochaine. Allez, yeah!